Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Santé au Travail 68. On va vous laisser vous connecter tranquillement pendant une petite minute. Alors, on va démarrer tout doucement. Les retardataires vont nous rejoindre au fur et à mesure. On sera ensemble pour 45 minutes au maximum, hein. L'idée, c'est de terminer pour 11h45 avec 30 minutes de présentation sur le thème des machines-outils. Puis, si on a encore un petit peu de temps à la fin, on peut avoir 15 minutes d'échange pour répondre à vos questions pendant le webinaire ou des questions qui ont été posées également en amont du webinaire. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre d'y voir plus clair, évidemment, hein, sur le thème des machines-outils, de mieux comprendre de quoi on parle, mais aussi et surtout de voir ce que dit la réglementation actuelle sur notamment les obligations des employeurs, mais aussi des salariés. Euh, et c'est aussi l'occasion de vous donner des clés très concrètes, hein, sur des actions à mener, notamment pour évaluer les risques des machines-outils sur vos lieux de travail et de voir comment limiter au maximum ces risques avec des mesures de prévention adaptées à chacun. Voilà. Donc sachez que nous, on vous voit pas et on ne vous entend pas puisqu'on est en mode webinaire, c'est normal. En revanche, on peut quand même communiquer ensemble. Donc en bas de votre écran, vous avez un module chat, un module discussion. Donc là, si vous posez des questions ou que vous interagissez dans ce module-là, tout le monde voit vos interactions. Par contre, si vous utilisez le module Q&R en bas de votre écran, là, les questions que vous poserez, il y a que nous, les animateurs, qui pourront les voir. Voilà. Euh, Alors, ce matin, pour présenter ce webinaire, je serai accompagnée de Damien Tayoki, qui est technicien hygiène et sécurité à Santé au Travail 68. Bonjour Damien. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors moi, je me présente, je suis Mélanie Munch et je suis responsable de la communication à Santé au Travail 68. Alors, je vais juste vous dire un ou deux petits mots sur Santé au Travail 68. Vous nous connaissez plus communément sous l'appellation médecine du travail. Or, aujourd'hui, on s'appelle Service de prévention et de santé au travail interentreprise, donc SPSTI. Nous sommes une association de droit privé et à but non lucratif. Voilà. Et d'où que vous veniez ce matin, que vous veniez d'un autre département, de Moselle, de Strasbourg, etc., vous avez tous un SPSTI dans votre département. Donc ça, c'est important. Donc la réglementation impose à toutes les entreprises à partir de un salarié d'adhérer à un SPSTI. Voilà. Donc nous, notre mission principale, c'est d'éviter l'altération de la santé des salariés, des travailleurs, hein, du fait de leur travail. Donc on se positionne réellement comme un vrai partenaire des entreprises et de leurs salariés pour les aider et les accompagner dans la prévention des risques professionnels. Donc toutes ces actions se font par des visites en entreprise. Et des visites et du conseil. On a également donc les visites médicales que vous connaissez bien, hein, pour le suivi de l'état de santé des salariés. Mais également, on assure une veille sanitaire, hein, pour être toujours à la pointe des dernières actualités en matière de santé et de sécurité au travail. Voilà, pour assurer toutes ces actions à Santé au Travail 68, on peut compter sur une équipe de 120 salariés à peu près, donc autant, enfin, des équipes médicales avec des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des infirmiers, des infirmiers en santé au travail et des assistantes en santé au travail également. Et on s'appuie également sur une équipe pluridisciplinaire, dont Damien d'ailleurs ce matin fait partie, cette équipe est composée d'ergonomes, d'ingénieurs prévention, de techniciens en santé au travail, de techniciens hygiène et sécurité, psychologues, etc., etc. Actuellement, on suit environ 125 000 salariés sur le département du Haut-Rhin, ce qui correspond environ à 11 000 entreprises adhérentes. Alors sur le Haut-Rhin, vous pouvez nous retrouver à dans différents centres.
on a 7 centres médicaux principaux, donc Colmar, Cernay, Alkirch et évidemment Mulhouse, avec le centre Briand, Wittenheim, Isaac et Europe. Et nous avons également des petits centres annexes sur le territoire, Saint-Amarin, Masevaux, Sierentz. Voilà, donc on est présent sur tout le territoire haut-rhinois. Voilà pour une présentation très générale. Si vous souhaitez plus d'informations sur Santé au travail 68, je vous invite à venir sur notre site internet et également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, très rapidement, voici le sommaire de notre matinée. Donc on va revenir sur la définition évidemment de ce qu'est une machine-outil. On va revenir sur la réglementation actuelle en vigueur, effectivement, les responsabilités employeurs-salariés, la conformité des machines-outils, ce que disent les textes aujourd'hui, les dispositions également à prendre en cas de modification, sur le maintien en état de conformité des machines-outils aussi. Damien reviendra sur les VGP, hein, les vérifications générales périodiques, y compris toutes les documentations obligatoires à posséder. Et il y aura un exemple de machine-outil qui sera vu à la loupe pour vous permettre d'y voir plus clair. Voilà, on vous donnera aussi à la fin toutes les ressources et les accompagnements possibles pour vous aider, pour vous accompagner et aller plus loin dans la compréhension de ce thème. Voilà, donc Damien, je vais te laisser la main. Merci Mélanie. Donc on va commencer. Qu'est-ce qu'une machine-outil? Donc une machine-outil, selon la définition du syndicat des constructeurs français, donc les normes ISO, hein, l'Organisation internationale de standardisation. Donc une machine-outil, c'est quelque chose qui est fixe, pas portative, hein, par contre on retrouve notre perceuse, visseuse qu'on peut avoir, mais c'est fixe, ancré dans le sol et qui, Pardon. et qui permet de travailler des métaux, dont le travail des métaux par le biais de l'usinage ou toute autre tâche répétitive, avec une certaine précision, une certaine puissance dans la tâche. Donc pourquoi aujourd'hui nous faisons ce webinaire et à qui s'adresse-t-il? Pour rappel, en France, les machines-outils sont à l'origine de d'environ 55 000 accidents du travail par an, selon une vingtaine de mortels, des sources différenciées, dont l'INRS. On retrouve également différents risques pour les machines-outils, les risques de choc, coupure, brûlure, entraînement, électrisation, intoxication. Donc, on retrouve ces différents risques. Néanmoins, les machines-outils sont quand même indispensables, essentiels dans de nombreux secteurs industriels, mais leur utilisation comporte des dangers et des risques majeurs. Ce webinaire qui est proposé aujourd'hui par Santé au Travail 68 vous apportera un éclairage concret sur la réglementation en vigueur des responsabilités et obligations de l'employeur, des salariés et sur la base d'exemples concrets. Donc la réglementation en vigueur, on fait toujours référence au Code du travail, bien sûr. Donc on retrouve deux articles du Code du travail, un décret également, mais on retrouve aussi différents arrêtés, différents documents. Après, l'INRS, le site de l'INRS donne aussi des informations dessus où il est judicieux de rechercher des informations sur tout le domaine de prévention et également le domaine sur les machines-outils. On en parlera auparavant. Donc, les responsabilités de l'employeur. Donc, l'employeur, il a la conformité, la mise en service des machines, sa conformité via le Code du travail. Donc, l'employeur doit assurer la conservation des notices et des machines et des certificats de conformité. Il doit les garder, il doit les avoir en possession sur demande, CARSAT, inspection du travail ou autre. Et en outre, tous les risques liés, les phases de travail, les risques liés à l'utilisation des machines-outils doivent figurer également dans le DUERP. Donc, c'est à l'employeur de les noter, de les faire apparaître dans le DUERP de son entreprise. Ensuite, la responsabilité du salarié. Chaque travailleur qui est chargé d'utiliser les machines-outils doit être formé, doit être habilité à cette utilisation. Mais il y a aussi les salariés qui sont prévus pour de la maintenance de l'entretien. Ils doivent également recevoir une formation sur l'utilisation, sur la maintenance des machines-outils. Les salariés aussi sont tenus de ne pas retirer ou court-circuiter ce qu'on peut appeler aussi communément appeler de shunter les sécurités présentes sur les machines-outils. Elles sont en place, on les garde.
on travaille en sécurité. Sur la conformité des machines-outils, quatre dates importantes à retenir, mais essentiellement, on fait la différence entre les machines-outils acquises avant ou après le 1er janvier 1993. Donc, en cas d'utilisation, pour la première date, en cas d'utilisation d'une machine conçue avant le 1er avril 1980, ou en cas de modification d'une machine, il sera nécessaire de procéder à une remise en conformité de cette machine avant toute utilisation. La vérification de la conformité peut être faite par une personne compétente à l'entreprise ou une société spécialisée ou un organisme de contrôle compétent. On en connaît quelques-uns qui font des VGP, qui font du contrôle. Et donc, les décrets de 1993, ils prévoyaient que les entreprises déposeront avant le 30 juin 1995 un plan permettant la mise en conformité de ces machines, de leur équipement, aux exigences de sécurité avant le 1er janvier 1997. Donc, les entreprises, ils avaient jusqu'au 30 juin 1995, ils déposaient un plan avec qu'est-ce qu'ils allaient faire, quel était le plan d'action pour la remise en état des machines-outils. Donc, sur le 1er janvier 1993, on va faire la différence entre les équipements de travail mis en service avant cette date. Ils doivent conformer au minimum à des règles techniques prévues par le Code du travail, comme on l'a dit auparavant. Et ça concerne notamment tout ce qui est protecteur et dispositions de protection. Exemple, ça peut être un carter de protection, les organes de service de mise en arrêt, en marche et en arrêt, les dispositions d'alerte, de signalisation, l'isolation, la dissipation d'énergie, le risque électrique, d'incendie, l'éclairage, etc. Donc tout ça, on doit retrouver en conformité sur nos machines, sur vos machines. Les équipements qui ont été achetés après le 1er janvier 1993 à l'état neuf, ils doivent être accompagnés de différents documents. Donc le vendeur, quand on achète une machine neuve, le vendeur doit fournir un certificat de conformité aux règles techniques prévues par le Code du travail, une déclaration CE de conformité. Sur la machine, on doit retrouver un marquage CE de conformité sur cette machine et une notice d'instruction. La sécurité, la fiabilité des systèmes de commande, les mesures de protection contre les risques mécaniques, les caractéristiques requises pour les protecteurs, les dispositifs de protection. On doit tout retrouver, tous des documents qui sont propres à la machine et auxquels on va se servir pour former nos salariés et pour une utilisation en toute sécurité. Néanmoins, il se peut parfois qu'on modifie une machine, qu'on est amené à modifier une machine. Elles sont souvent fréquemment modifiées parce que les employeurs, pour des raisons diverses, l'adéquation des machines avec les exigences de production, d'organisation du travail, elles sont amenées à être modifiées. Donc, on peut faire soit, on a deux cas de figure, soit une adjonction d'un équipement interchangeable, soit une modification de machine. L'adjonction, c'est un dispositif qui, après la mise en service d'une machine, est assemblé et celle-ci par l'opérateur. Donc la mise en place d'un équipement interchangeable est une modification lorsque les caractéristiques de l'équipement ne sont plus les mêmes qui ont été initiées par le fabricant, par le constructeur de la machine au départ. Donc ça peut être l'évaluation des risques qui changent, ça peut être les caractéristiques, la résistance mécanique, la stabilité, le gabarit, les conditions de fixation. Donc compte tenu de ces différentes contraintes qu'on peut retrouver sur les machines, si on apporte des modifications, ça amène des contraintes réglementaires. Donc vous modifiez une machine outil, vous en devenez propriétaire. Donc vous substituez au fabricant. Donc vous devez faire passer un organisme agréé de toute manière, revoir l'évaluation de risque, refaire la documentation. Donc compte tenu de ces contraintes réglementaires et des impacts sur la machine, il est déconseillé aux entreprises de réaliser eux-mêmes en interne toute forme de modification. Des entreprises sont spécialisées pour ça. Donc faites appel à une entreprise spécialisée pour modifier votre machine-outil et ils vous donneront les documents appropriés avec un cahier des charges de départ complet. Vous aurez les documents qui vont avec la modification de la machine et au moins ça dédouanera l'employeur de tout problème de sécurité qui peut survenir par la suite.
Passons au maintien en conformité de la machine. Donc, toute entreprise doit assurer la conformité d'une machine et elle s'apprécie dès lors de la première mise en service de la machine-outil dans l'entreprise, selon la réglementation qui lui est appliquée au jour de la mise en place. Cette appréciation peut être réalisée comme auparavant par du personnel interne ou faisant appel à des compétences externes. Judicieusement, prendre des compétences externes, vous pouvez faire une évaluation de risque, mais si vous voulez rendre plus pertinent avec un plan d'action, mieux vaut faire appel à des organismes agréés qui vous donneront un rapport et qui vous couvriront sur la suite en cas d'événement. Donc, cette obligation de maintien en conformité, elle nécessite la mise en place d'une organisation. Ça permet de détecter les anomalies, inciter les remontées d'informations, écouter les salariés qui utilisent les machines-outils, les maintenanciers euh, qui seront là pour le préventif, le curatif de vos machines-outils, ce qui permettra de traiter efficacement les problèmes liés à leur utilisation non sécuritaire et la maîtrise des risques, la maîtrise des informations, des modifications réalisées sur ces machines. On a également les vérifications périodiques. Les vérifications périodiques, on retrouve sur l'INRS un ED, le 828, qui parle de tout ce qui est VGP, tout ce qui est vérification générale périodique. Vous pouvez vous en servir, vous avez des exemples aussi dedans. Vous devez sûrement l'utiliser pour d'autres moyens, pour des accessoires de levage ou de manutention. On retrouve aussi des exemples sur les machines. Donc, chaque entreprise doit planifier ses VGP, ses vérifications périodiques, dont certaines sont obligatoires. Le recours à un organisme une tierce partie accréditée permet de justifier cette compétence, mais il y a aussi l'indépendance que n'auront pas nécessairement vos intervenants. Donc, ce sera une entreprise autre. Donc, par exemple, ça peut être trimestriellement pour les presses et meuleuses qui contribuent à assurer le maintien en état des machines. Une fois que vous faites contrôler, dans le registre de sécurité, vous marquez les différents éléments. La documentation. Comme je vous disais, la documentation, les documents peuvent être demandés par vos services de CARSAT, par l'inspection du travail, demandés et présentés. Donc, pour les machines fabriquées avant le 1er janvier 1993, le plan de remise en conformité 30 juin 95 jusqu'en 97 qu'on a parlé dans la frise, dans l'historique, le détail prévu de la remise en conformité, quel était votre plan d'action, quel était le détail, qu'est-ce que vous avez fait, où vous en êtes, le détail des travaux de mise en conformité, la date prévue de mise en conformité, le coût estimatif. Si vous avez encore des machines que vous récupérez, vous devez remettre à jour ces machines. Ou sinon, vous faites appel à un organisme agréé pour un contrôle initial qui sera délivré par lui-même après la remise en conformité. Vous les faites venir avant, ils vous décèlent des anomalies. Vous traitez les anomalies par une entreprise extérieure à la vôtre. Une fois que c'est remis à la réglementation, vous refaites passer l'organisme agréé qui vous donne un rapport vierge. Pour les machines fabriquées à partir du 1er janvier 1993, on doit retrouver le certificat de conformité CE, le marquage CE sur la machine et les notices d'instruction. Les notices d'instruction, manuels opérateurs qui peuvent vous aider à former vos salariés. Les machines-outils, il y en a beaucoup. Vous en avez sûrement beaucoup dans vos entreprises. On peut en dénombrer. Il y a des entreprises qui en ont 10, 5, 30, 50. On a différentes sortes de machines-outils. Là, je vous donne quelques exemples, un peu les exemples qu'on voit le plus en entreprise. Donc, on voit la scie, qu'elle soit alternative, motorisée, circulaire, le tour, les tours conventionnels, les fraiseuses, les tours à meuler, les perceuses à colonnes. Tour à meuler, perceuse à colonne, c'est ce qu'on retrouve beaucoup quand on se déplace en entreprise, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez vous. Les ponceuses à bande aussi. Donc, c'est vraiment une liste non exhaustive. Il en existe énormément de machines-outils. Mais toutes ces machines, elles génèrent des risques directs, des risques d'écrasement, cisaillement, coupure, sectionnement, des risques de happement, d'entraînement ou d'engagement, des risques de projection. On a également des risques indirects aussi, le risque électrique, avec l'électrisation, l'électrocution, le risque thermique, le risque lié au bruit, aux vibrations, au rayonnement. Donc tous ces risques sont à prendre en compte dans l'élaboration de vos travaux, de vos tâches
de vos fiches de poste et de votre DUERP. Pensez à votre DUERP de mettre tout dedans. Les risques dus aux machines sont aussi présents lors de l'utilisation normale, mais aussi lors de situations particulières telles que le montage-démontage, la maintenance, le réglage, le nettoyage. C'est pour ça que l'ensemble des salariés, que ce soit les opérateurs de production qui travaillent quotidiennement sur ces machines, mais les maintenanciers qui vont faire du curatif ou du préventif, doivent être formés à l'utilisation et aux risques. On va aller plus dans le vif du sujet. On va prendre un exemple de machine-outil. Je vous en donne un avec différentes informations. On va prendre la perceuse à colonne, ce qu'on retrouve le plus communément un peu partout dans les entreprises qu'on visite ou on se déplace. Donc, une perceuse à colonne, c'est pour faire de l'usinage, du perçage de différentes pièces. Donc, on retrouve différents risques. On retrouve dans la plupart des machines. Mais là, on va retrouver des risques de coupure lors de la manipulation de pièces, d'outils, de copeaux, de tôles. On va retrouver des risques d'entraînement par l'élément tournant, hein, le forêt, la broche, le mandrin. L'élément tournant est important. Les risques de projection, quand vous allez usiner, percer votre pièce, il y a des risques de projection, hein, ou des éclats de pièces, de l'outil, des copeaux, de lubrifiant, et des risques de heurts et de chutes de plein pied autour de la machine dans votre environnement de travail. C'est pour ça que l'environnement de travail doit être le plus optimisé possible. Donc, les personnes utilisées dans les entreprises, quelle que soit leur date d'acquisition, doivent respecter les prescriptions techniques fixées par le Code du travail, les différents articles, et être maintenues en état de conformité avec les règles de conception applicables lors de leur première mise en service. Donc, principalement, c'est du perçage de pièces qu'on va retrouver avec une perceuse à colonne. Et ce qui est important, c'est que les salariés formés, habilités qui l'utilisent, que ce soit les opérateurs ou les maintenanciers, ils doivent être formés et habilités. Si vous, dans votre entreprise, vous avez des mineurs, des apprentis de moins de 18 ans qui doivent, par le biais de leur formation, utiliser ce type de machine, donc pour les moins de 18 ans, c'est interdit. Si vous devez les faire utiliser ces machines, donc ces différentes catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire, un article du Code du travail. Et pareil, par dérogation. Donc, vous devez demander une dérogation auprès de l'inspection du travail pour faire travailler vos salariés sur ce type de machine. Donc, sur les machines-outils, on va partir un peu sur des protections collectives, la tenue du poste, quelques éléments essentiels. Donc, les abords de la machine doivent être propres et dégagés. Rien doit être autour. Il faut vraiment que l'opérateur ait un environnement de travail sain, sécuritaire, pour pouvoir travailler, pour être concentré sur sa tâche. On doit retrouver un bouton d'arrêt d'urgence qui est visible et en bon état de fonctionnement. L'arrêt d'urgence est obligatoire pour ce type de machine. On peut faire référence à la directive machine qui en parle. Donc, pour tout ce qui est machine-outil, on doit retrouver des arrêts d'urgence. On ne les retrouve pas sur les machines dites portatives. Là, on n'a pas d'arrêt d'urgence. Les dispositifs de protection, protecteurs mobiles autour du mandrin, ce qu'on appelle communément à carter de protection. Et après, le protecteur fixe des organes, moteur courroie, c'est ce qu'on voit sur l'image, la partie bleue qui est en haut, qui protège, où il y a la courroie d'entraînement qui va protéger cette courroie pour éviter que l'opérateur se blesse. Donc, ferme avec des vis ou asservi. Elle peut être asservie, si c'est ouvert, la machine s'arrête. Donc, il faut être vigilant aux différentes étapes qu'on va voir maintenant, au risque, à la tenue du poste et aux protections collectives. Il faut être vigilant quand on met nos salariés travailler sur ce type de machine. Procédure et formation, je le répète, les salariés, ils doivent être formés, habilités. Donc, la procédure de formation, on a le respect des règles de sécurité. C'est le plus important, c'est ce qui est les règles en vigueur, qui sont affichées, communiquées, documentation appropriée. Le salarié formé, il est formé via des documents. Une fiche de poste, un standard, une gamme de travail, un mode opératoire. Il doit être formé sur un papier écrit. En cas d'événement accidentel, il vous sera demandé, il peut ou il vous sera sûrement demandé par l'inspection du travail comment vous avez formé. Le salarié s'est blessé, l'inspection du travail vient dans votre entreprise, vous demande comment votre salarié est formé. Oralement, ça ne fonctionne pas. Donc, vous devez justifier d'une formation de votre salarié sur la machine correspondante où il s'est blessé et comment vous l'avez formé
Donc, vous les formez via une fiche de poste, un standard de travail, un mode opératoire, une gamme. Et, euh, et si vous avez fait un certificat de formation qui valide sa formation. Donc, on doit retrouver ces éléments. Ensuite, bien fixer les pièces à percer. Sur le plateau, on va retrouver un étau. On fixe bien nos pièces, on les tient pas avec la main. C'est fixé dedans, on les tient. Et on ne démonte pas, on modifie pas, on n'inhibe pas, on bloque pas les dispositifs de sécurité. Comme on a dit avant, on ne chante pas. Dans les entreprises, on emploie plus souvent le mot chanter. On ne chante pas les sécurités. S'il y a un problème de travail avec une sécurité, l'opérateur en réfère à sa hiérarchie avec votre service HSE ou la maintenance, si vous en avez, et vous travaillez sur le sujet. En aucun cas, on chante une sécurité pour faire un travaux lié à la production, pour anticiper, pour aller plus vite. D'autres choses peuvent être mises en place. C'est donc on a dit il faut signaler tout dysfonctionnement ou détérioration, maintenir le poste de travail propre, dégagé, rangé. Après l'utilisation, on arrête la machine. Une fois qu'elle est arrêtée, on relève, on enlève le carter et là on peut nettoyer. On va nettoyer les copeaux avec les accessoires adéquats. On peut utiliser une pelle, une balayette. En aucun cas, on va utiliser une soufflette. Pour les EPI, donc premièrement, on porte les EPI qui sont liés à l'activité de l'entreprise, de l'atelier. Donc si vous devez porter des protections individuelles contre bruit, des lunettes de sécurité, les manches longues ou toute autre chose, donc en fonction des tâches, ces EPI sont à porter. Néanmoins, où il faut être vigilant, il faut vraiment rendre attentif, vigilant vos salariés, vos opérateurs, c'est que lors de la mise en rotation de l'usinage de pièces, du perçage de pièces, les gants sont interdits à proximité de l'élément en rotation. Risque d'entraînement. De mon vécu auparavant, j'ai rencontré une personne, sa machine tournait, il y avait un copeau, il l'a pas arrêté, il voulait aller vite, il voulait pas arrêter son perçage, il a mis la main, le gant a été entraîné dans le forêt, il lui manque maintenant un bout de l'index. Donc soyez vigilants sur le port de gants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter de gants, il faut porter des gants quand on approvisionne le poste, quand on vient avec notre pièce à percer, on la met dans l'étau, quand on approvisionne, on porte les bouchons, les protections individuelles contre bruit, c'est obligatoire, des gants adaptés à la tâche, en fonction de la tâche, en fonction de la matière, quel type de gants on va utiliser, abrasion, coupure, déformation, perforation, et des manches longues. Pour le démontage, le montage des outils, pareil, on va utiliser les mêmes EPI. S'il faut porter des lunettes de sécurité aussi. La mise en rotation, je vous le rappelle, les gants sont interdits à proximité. Lors de l'ébavurage de pièces, on va porter de nouveau des gants, lunettes de sécurité manchons si vous devez ébavurer vos pièces auparavant. Et lors du nettoyage du poste également, portez les gants. Les lunettes de sécurité, les manches longues. Retirez les copeaux machine à l'arrêt, pas machine en fonctionnement. Évitez la soufflette, mais préférez l'aspirateur, la brosse, le pinceau à manche long ou un crochet. Donc, le résumé de ces exigences est mettre en place un dispositif de protection adapté autour de la zone de travail, donner les moyens aux salariés de travailler, de nettoyer la machine, de l'affichage à proximité également de la machine, ça peut être derrière la machine, sur le côté, que l'opérateur revoie sa fiche de poste, son standard de travail en cas d'oubli. Vous pouvez mettre de l'affichage, ça vous avez le droit de mettre de l'affichage sur vos machines, un autocollant, et équiper la machine d'une protection à manque de tension de manière qu'elle ne puisse remettre seule en marche. Il y a une coupure de courant, donc vous coupez le courant et lors du démarrage, elle ne démarre pas toute seule. Soyez vigilant aussi à ça, en cas de coupure accidentelle. Les outils et ressources concrètement, comment vous pouvez être aidé, comment vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez travailler dans le cadre de l'utilisation de machines-outils. Donc, les différentes branches professionnelles qui peuvent vous aider dans le bâtiment, des artisans, dans différents secteurs d'activité, des intervenants extérieurs, des consultants. On parlait auparavant des organismes agréés, mais également les services de prévention de santé au travail dans vos départements. Et donc, pour le Haut-Rhin, Santé au travail 68 peut vous aider dans dans votre démarche de prévention, peut vous accompagner dans vos démarches de prévention sur l'utilisation des machines-outils dans votre DUERP, inscription dans le DUERP,
et dans la formation, la sensibilisation, l'habilitation de vos salariés. Comment on peut vous aider? Comment Santé au Travail 68 peut vous aider concrètement? Donc, notre mission principale, c'est éviter l'altération de la santé des travailleurs. Sans idée des risques, c'est impossible. On ne peut pas le faire, ça ne marchera pas. Donc, comment on peut vous accompagner, les entreprises, dans cette démarche? Donc, on peut vous accompagner dans l'analyse des risques de chaque machine, outil utilisé. Donc, dans les différents cas, on vient chez vous, vous nous en faites la demande, on vient chez vous, on fait avec vous le tour de votre parc machine, on identifie chaque machine, chaque risque, quelles sont les choses que vous mettez en place, les mesures de prévention existantes, avec les risques importés, donc pour le salarié, les risques exportés pour les salariés à proximité, quelles sont vos mesures de prévention que vous mettez, quelles sont vos actions de prévention et quelles sont les recommandations qu'on peut vous aider. Mais en aucun cas, on se substitue à un organisme agréé. On vous accompagne dans cette démarche. On peut également vous accompagner dans la rédaction de fiches de poste. Je vous montrerai un exemple par la suite. On peut vous aider dans la rédaction de fiches de poste. Dans cette rédaction de fiches de poste, comme expliqué dans la présentation, vous verrez les restrictions avec les interdits au moins de 18 ans, la tenue de poste, les procédures, les formations, les EPI, ce qu'on vient de dérouler sur la perceuse à colonne. On peut vous aider dans cette rédaction de fiches de poste où vous proposez des modèles. La standardisation des tâches. Là-dedans, ce que j'entends par là, c'est les modes opératoires, les gammes de travail, les fiches de travail. Donc, comment on va travailler sur pour percer un élément sur une perceuse à colonne. Seul, on peut pas le faire. Ce qu'il faut, c'est impliquer les travailleurs, les salariés qui utilisent. Mais conjointement, on peut être plus fort. On a la partie risque professionnel qu'on connaît. Ils ont la partie technique de travail qu'ils connaissent. Ensemble, on peut accompagner, on peut aider à créer ces gammes de travail, standardiser les différentes tâches. On peut également vous accompagner dans le déroulé d'une validation d'une formation interne, un certificat pardon, de formation. Donc, votre salarié, vous le formez, la rédaction de fiches de poste, le standard de travail. Une fois qu'il est formé, vous lui faites un questionnaire, 10 questions. Il répond à 8 justes, 80% de bonnes réponses. Il est habilité. Vous l'habilitez à utiliser ces machines. Donc, il est formé par le biais de deux documents que vous pourrez présenter en cas de demande de l'inspection du travail si événement accidentel et du certificat de formation qui prouve que votre salarié a été formé via des documents, qu'il a rempli un questionnaire et qu'il a eu 80% de bonnes réponses. Et pour finir, l'intégration dans le DUERP, on peut vous accompagner. Si vous utilisez votre DUERP ou notre DUERP en ligne qu'on vous met à disposition, NOAA, on peut vous accompagner dans l'intégration de l'utilisation des machines-outils avec les risques, les actions mises en place, les recommandations, le plan d'action. On peut vous accompagner également dans cette dynamique. Donc, je rappelle, pour vous accompagner, Non, t'as bien. Je voulais juste t'interrompre oui, juste pour préciser que, alors le DURP, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels et il faut savoir qu'il est obligatoire pour toutes les entreprises. Voilà, je voulais juste d'accord. apporter cette précision. Merci Mélanie. Oui, donc le DUERP est obligatoire depuis 2001. Et donc, vous devrez retrouver l'ensemble des tâches, l'ensemble des risques, les unités de travail de vos salariés auxquels ils sont soumis et qu'est-ce que vous mettez en place, les actions, votre plan d'action. Donc, pour vous accompagner, vous vous en faites la demande, vous en faites la demande à votre médecin du travail et on peut venir vous accompagner dans l'entreprise. Donc, toujours comment on peut vous aider? Je vous parlais de réaliser des fiches de poste, des fiches de sécurité au poste. Là, vous retrouvez un exemple de perceuse à colonne. On ne voit pas très bien, mais je vais vous l'expliquer. Au début, l'identification du poste. Quel type de machine? Perceuse à colonne. À quoi elle sert? Quelles sont les restrictions? Les salariés doivent être formés et habilités. On parle également des mineurs, moins de 18 ans. Ensuite, on va parler de tenue de poste et protection collective. Ça résume ce qu'on a vu auparavant, quand on a commencé à rentrer dans le vif du sujet avec la perceuse à colonne. Également sur la formation. Les risques, on retrouve les risques. Alors les risques écrits et les risques pictos, ça montre plus, c'est plus parlant le pictogramme. Ces pictos, on peut également les retrouver sur vos perceuses à colonnes ou sur vos machines-outils.
Et après, on retrouve un tableau. En fonction de la tâche que vous allez effectuer, quel est le pays à mettre obligatoirement, qui peut être conseillé. Donc, obligatoire, conseillé, on voit les lunettes de sécurité pour l'approvisionnement au poste sont conseillées, au déclat. Mais je vais y venir. Je termine ma feuille, je vous réponds à votre question. Et vous voyez, en rouge, interdit. Les gants, je répète, lors de la mise en rotation de l'usinage, les gants sont interdits. Et après, en dessous, on retrouve que pour tout dysfonctionnement en référé à sa hiérarchie, et après vos numéros de téléphone, ça va être des secours en interne ou sinon le 18. Nos déplacements sont compris dans l'offre socle. Chaque employeur paye une cotisation annuelle par salarié à santé au travail 68. Notre démarche de venir vous accompagner est comprise dans cette cotisation. Vous nous sollicitez, on vient, on fait un tour de votre parc machine, on identifie les machines, quelles sont les problématiques qu'on peut constater conjointement, vous, nous, les salariés. Et ensuite, après, on vient avec notre boîte à outils, on vous propose nos outils. Nos outils, c'est la fiche de sécurité au poste. On va retrouver également une checklist. On peut faire une checklist tous les jours. En début de poste, le premier salarié vérifie visuellement ou avec le doigt, c'est l'arrêt d'urgence, s'il fonctionne, vérifie différents points importants. Donc en vérifiant ces points, c'est que sa machine, elle fonctionne. Il est important d'afficher euh, les, les procédures, les fiches de poste, les gammes de travail au poste de travail, mais également de contrôler ces machines avant utilisation. Donc, au minimum, les faire à chaque début de poste. La personne qui commence le poste du matin vérifie sa machine et ensuite, si un deuxième salarié vient, soit vous l'obligez à vérifier, soit il prend par rapport à la première personne. Et ça nous fait un suivi par semaine, hebdomadaire. Et également une instruction sur les machines-outils qui vous détaille un peu tout ça, qui vous détaille ce qu'on a vu aujourd'hui, qui vous détaille par rapport au code du travail, différents éléments, les champs d'application, les VGP, on retrouve tout ça. Donc, tous nos éléments, en venant chez vous, on vous partage ces éléments. On vient avec notre boîte à outils, avec des éléments, vous les prenez, vous les construisez à votre manière, vous avez une base de travail. Ce qui est important, c'est de commencer à faire quelque chose, de commencer à protéger, à former, en formant, habilitant les salariés et en mettant les machines sécuritaires, mais vous protégez encore plus vos salariés, quoi. En synthèse, ce qui est important, on évalue la sécurité des machines. Est-ce qu'elle est adaptée à l'activité, à son environnement? Elle est correctement installée, sûre et conforme, et on identifie les risques. Donc on les identifie, on peut, comme je vous disais, coller des autocollants sur la machine, sur la fiche de poste, on les a identifiés. On élabore un plan d'action s'il y a à remédier des éléments. Ensuite, une fois que notre machine est sécuritaire, on forme et on informe les opérateurs, on communique les règles d'utilisation via la fiche de poste, via la gamme mode opératoire standard de travail, on alerte les opérateurs sur les risques, on les rend attentifs et on indique les EPI apportés. Vous voyez, ces éléments, on les retrouve sur la fiche de poste. Et on entretient les machines. Tout au long de la durée de vie d'utilisation de la machine, on l'entretient pour qu'elle ait une utilisation conforme aux consignes dans la notice d'instruction du fabricant qui vous l'ont donné lors de l'achat, lors de la dotation. On planifie l'entretien, les vérifications et la maintenance. S'il y en a à faire, on les planifie, on les fait, on ne les reporte pas à plus tard. Les actions se font en sécurité, donc elles se font en sécurité comment? Machine éteinte, mais également les actions d'entretien des machines par des maintenanciers. En sécurité, c'est qu'on a formé les maintenanciers aux risques, aux règles d'utilisation. Et ce qui est primordial, c'est écouter les opérateurs pour détecter les anomalies. C'est eux qui travaillent avec les machines, c'est eux qui savent travailler avec les machines. Ils vous remontent un problème, prenez-les en compte, traitez-le rapidement pour leur rendre une machine sûre et conforme. Je vous laisse mon adresse mail de contact. Vous aurez de toute manière le replay. Je vous laisse mon adresse mail de contact. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci. On a eu des questions lors de vos inscriptions. Il y a eu Mhm. quelques questions sûrement dans le chat. Donc, Alors, les questions. il reste très peu de temps. Il nous reste peut-être 5 minutes. Donc, on va peut-être pouvoir répondre à une question Alors, qui était... Oui. oui, donc sur les questions, vous nous avez posé différentes questions lors de votre inscription. Donc, à la recherche d'idées sur une structure de démarche d'évaluation des risques liés à l'utilisation des machines, ce qu'on peut vous proposer, c'est un accompagnement de nos adhérents, de l'ensemble de nos adhérents qui le souhaitent, qui le demandent, dans une démarche d'évaluation des risques.
par le biais de notre boîte à outils, par le biais du DUERP, de l'alimentation de tout ça dans votre DUERP. On nous a posé une question aussi responsabilité et obligation des employeurs. J'espère y avoir répondu dans notre webinaire. Et on a rajouté également, parce qu'il n'y a pas que l'employeur qui a des responsabilités, des obligations, le salarié qui utilise la machine en a également. Le fait de chanter, de ne pas chanter, le fait de remonter les informations. Les équipements soumis à VGP, on retrouve l'ED 828, des éléments dedans. De toute manière, dans l'ED 828, vous retrouvez les VGP pour tous les moyens. Une autre question qu'on nous a posée, sur quel type d'équipement l'arrêt d'urgence est obligatoire? J'en ai fait référence lors du webinaire. La directive machine. Donc on parle de l'INRS, mais la directive machine est là pour toutes les machines. Dans ce cas-là, l'arrêt d'urgence est un organe de service. Il est obligatoire sur toutes les machines. Certaines machines, si l'arrêt d'urgence est identifié qu'il ne réduit pas le risque, il n'est pas obligatoire. Ou les machines portatives, style perceuse, visseuse, boulonneuse, il n'y a pas d'arrêt d'urgence. Mais sur nos machines-outils, il doit y avoir un arrêt d'urgence. La conformité des machines, si vous posez la question sur la conformité des machines, anciennes, nouvelles, on a pu en parler aussi dans notre webinaire. Rappelez-vous les dates. Ce qui est important, 1er janvier 1993. Et comment faire, on nous demande comment, vous vous demandez peut-être comment faire une fiche de sécurité au poste la plus complète possible. Nous, on vous en propose une. Elle vaut ce qu'elle vaut. On vous propose celle-là. Pour nous, elle est complète. On a la tenue du poste, on a les protections collectives, puis les protections individuelles et les phases de travail. Et en quoi les risques et en quoi les salariés doivent être vigilants. Voilà. On a un exemple à vous proposer. À vous de voir si il vous convient. On peut échanger par mail, on peut échanger sur place. Ok. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions, hein, de vos attentes. Bah, j'ai l'impression, il y a pas eu en tout cas de questions autres pendant ce webinaire. Donc j'ai mis dans le chat l'adresse mail de Damien Tayoki si vous souhaitez lui poser des questions. Et vous recevrez également un questionnaire à la fin de ce webinaire et vous pourrez encore poser des questions si besoin. Voilà. En tout cas, c'était très complet, très technique. J'espère que les personnes qui ont assisté à ce webinaire ont eu les réponses à leurs questions. En tout cas, merci beaucoup, Damien, pour toutes ces informations. Et sachez aussi que le replay de ce webinaire, hein, puisqu'il a été enregistré, sera disponible sur notre site internet santé-au-travail-68.fr. Merci, J'ai- Damien. J'aimerais juste rajouter, on a parlé de la perceuse à colonne, mais c'est sur l'ensemble de votre parc machine qu'on peut vous accompagner. Donc, on peut sur plusieurs machines-outils différentes, quoi. Merci Mélanie, merci à toutes et à tous d'être inscrits à ce webinaire. Mhm. Merci pour votre présence et à bientôt pour un autre webinaire de Santé au travail 68. Bonne journée, excellente Bonne journée à tout le journée. monde. Au revoir. Au revoir.